Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. J'ai tout perdu à cause de l'avidité de ma belle-fille, Aurore. J'ai commencé à conduire pour Uber pour survivre. Chaque mercredi, j'emmenais un milliardaire à l'aéroport. Un jour, il m'a donné 10 000 € de pourboire et m'a dit « Vous me rappelez quelqu'un que j'ai perdu ». Une semaine plus tard, son avocat m'a contacté. Il était décédé et avait mis à jour son testament. J'ai hérité de 260 millions d'euros. La raison m'a fait pleurer pendant des heures. Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Je m'appelle Denise. À 63 ans, je n'aurais jamais imaginé que je serais assise dans un tribunal à regarder toute ma vie s'échapper à cause d'une signature que j'avais accordée en faisant confiance à ma propre famille. Madame Dubois, comprenez-vous ce que vous avez signé? La voix de l'avocat semblait lointaine, comme si j'étais sous l'eau. Les papiers devant moi auraient aussi bien pu être écrits dans une langue étrangère. Tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était le sourire satisfait de ma belle-fille, Aurore, assise à côté de mon fils Marc au premier rang. 3 mois plus tôt, Aurore s'était approchée de moi, les larmes aux yeux. « Maman, on a des problèmes, » m'avait-elle dit, serrant ma main dans ma cuisine. Les affaires de Marc s'effondrent et on pourrait tout perdre. La banque menace de saisir notre maison où vivent les enfants. Je me souviens comment mon cœur s'est serré pour eux. Aurore avait toujours été théâtrale, mais la voir sincèrement angoissée m'a donné envie d'aider immédiatement. « Que puis-je faire, ma chérie? »« Nous devons consolider temporairement nos actifs, » a-t-elle expliqué, étalant des documents d'apparence officiels sur ma table à manger. Si nous mettons ta maison en garantie pour un prêt commercial, nous pouvons tout sauver. Ce n'est que de la paperasse, Denise. Juste jusqu'à ce que nous nous remettions sur pied. J'aurais dû appeler mon propre notaire. J'aurais dû poser plus de questions. Mais quand votre fils vous regarde avec des yeux désespérés et dit « Maman, s'il te plaît, tu es notre seul espoir », quelle grand-mère dit « Non ». Cette maison était la mienne depuis 37 ans. Robert et moi l'avions achetée quand Marc n'avait que 5 ans, en grattant chaque centime pour la compte. Nous avions peint chaque pièce ensemble, planté le rosier, construit la terrasse où nous passions d'innombrables soirées d'été. Après la mort de Robert, il y a 8 ans, cette maison est devenue mon sanctuaire, remplie de souvenirs et de la sécurité que j'avais travaillé toute ma vie pour obtenir. Mais j'ai signé ces papiers, quand même, parce que je leur faisais confiance, parce que je les aimais. 3 semaines plus tard, Aurore a frappé à ma porte avec une expression complètement différente. Les larmes et le désespoir avaient disparu. À leur place, il y avait quelque chose de froid, presque professionnel. « Denise, il faut qu'on parle » a-t-elle dit, n'attendant pas d'invitation avant d'entrer dans mon salon. Il y a eu un développement concernant la situation de la maison. Mon estomac s'est noué. Quel genre de développement? Elle m'a tendu une enveloppe épaisse. Les papiers CAS que tu as signés n'étaient même pas seulement pour une garantie. Tu nous as en fait transféré la propriété. Nous vendons la maison. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Qu'est-ce que tu veux dire par transférer la propriété? Tu as dit que c'était temporaire? J'ai dit que nous devions consolider les actifs. La maison est un actif. Son ton était factuel, comme si elle expliquait quelque chose d'évident à un enfant. Marc et moi avons décidé qu'il était préférable de vendre et d'investir l'argent correctement dans l'entreprise. J'ai senti mes jambes me lâcher. J'ai sombré sur mon canapé, le même canapé où j'avais bercé Marc pour l'endormir bébé, où Robert et moi avions partagé le café du matin pendant des décennies. Aurore, c'est ma maison. Où suis-je censée vivre? Elle a haussé les épaules. Elle a vraiment haussé les épaules. Tu trouveras bien quelque chose. Tu es pleine de ressources. Quand j'ai appelé Marc, ma voix tremblant d'incrédulité, sa réponse a été encore pire que la froideur de sa femme. « Maman, je suis désolée, mais Aurore s'est occupée des affaires légales. Si les papiers disent ça, c'est que c'est ça. De toute façon, on ne peut plus se permettre de continuer à soutenir ton style de vie. Soutenir mon style de vie. » J'avais soutenu le leur pendant des années. Chaque anniversaire, chaque Noël, chaque fois qu'ils avaient besoin de réparations automobiles ou d'aide pour les dépenses scolaires des petits-enfants. L'ironie était suffocante. L'agent immobilier est arrivé le lendemain, une femme dynamique d'une 30aine d'années qui n'arrêtait pas de parler de valeurs marchandes et de ventes rapides pendant que je me tenais dans ma cuisine, me sentant comme un fantôme dans ma propre maison.
On devrait la vendre d'ici 2 semaines, a-t-elle annoncé joyeusement. Le marché est porteur en ce moment. 2 semaines, 37 ans de ma vie, réduit à une transaction de 2 semaines. J'ai trouvé un minuscule studio de l'autre côté de la ville, dans un immeuble qui sentait la cigarette et avait des taches douteuses sur la moquette du couloir. Le loyer était de 800 € par mois, près de la moitié de mon chèque de retraite. Après les charges et les courses, il me restait peut-être 200 € chaque mois. Mes économies de retraite, le peu que j'avais, ne dureraient pas 6 mois à ce rythme. C'est là que j'ai vu la publicité. Conduisez avec Uber. Soyez votre propre patron. Horaire flexible. Je n'avais jamais conduit professionnellement auparavant. Bon sang, j'avais à peine conduit en dehors de mon propre quartier jusqu'à la mort de Robert. Mais le désespoir vous rend courageux de façon inattendue. L'orientation a eu lieu dans un bureau exigu du centre-ville, rempli principalement de personnes de la moitié de mon âge. L'instructeur, un gamin qui ne devait pas avoir plus de 25 ans, m'a regardé comme si j'étais la grand-mère de quelqu'un qui s'était égaré dans le mauvais bâtiment. « Madame, vous êtes sûre de ça? » a-t-il demandé pendant la pause. « Ça peut être un travail assez exigeant. » J'ai redressé mes épaules, puisant dans une force que je n'étais pas sûre de posséder encore. Je suis sûre. Ma première semaine a été un désastre. Je me suis perdue 3 fois, n'arrivais pas à utiliser correctement l'application et une passagère m'a laissé une critique d'1 étoile parce que je conduisais trop lentement sur l'autoroute. Mais j'avais besoin que cela fonctionne. Je n'avais pas le choix. À la fin de la 2e semaine, j'avais trouvé mon rythme. J'ai appris les meilleurs itinéraires, les heures de pointe, comment faire la conversation avec les passagers qui le souhaitaient et respecter le silence de ceux qui ne le souhaitaient pas. Plus important encore, j'ai appris à ravaler ma fierté et à continuer de conduire, même lorsque mon dos me faisait mal et que mes doigts se crispaient à force de tenir le volant. Le plus difficile n'était pas les exigences physiques ou le revenu imprévisible. C'était l'isolement. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais vraiment seule. Marc avait complètement cessé d'appeler après mon déménagement. Aurore avait bloqué mon numéro lorsque j'avais essayé d'organiser des visites avec mes petits-enfants. Mes voisins dans le nouvel immeuble étaient des étrangers, et j'avais trop honte de contacter d'anciens amis qui pourraient me demander pourquoi j'avais déménagé de ma belle maison à cet appartement déprimant. Certaines nuits, je m'asseyais dans ma voiture après ma dernière course, garée devant l'épicerie ou une station-service, et je pleurais. Pas les sanglots dramatiques que l'on voit dans les films, mais les larmes silencieuses et désespérées de quelqu'un qui a tout perdu et ne sait pas comment reconstruire. Je n'arrêtais pas de penser à Robert, à ce qu'il dirait s'il pouvait me voir maintenant. Il avait toujours été l'optimiste dans notre mariage, celui qui croyait que tout s'arrangerait. La vie a le don de vous surprendre, Denise. Juste quand vous pensez que c'est fini, quelque chose d'inattendu se produit, disait-il. J'espérais qu'il avait raison, car assise dans ce parking, à regarder d'autres familles rentrer chez elles dans des maisons qu'elles possédaient, dans des vies qu'elles contrôlaient, je sentais que mon histoire était déjà terminée. Je me trompais cependant. Je ne m'en rendrais compte que plusieurs semaines plus tard. Parfois, les chapitres les plus importants de votre vie commencent lorsque vous pensez que le livre se ferme. Le passager mystérieux. C'était un mercredi matin, au début d'octobre, lorsque je l'ai pris pour la première fois. Les feuilles commençaient à peine à tourner et il y avait cette qualité croustillante dans l'air qui rendait tout plus net, plus défini. Je conduisais pour Uber depuis environ 6 semaines à ce moment-là et je commençais à reconnaître les schémas de mes passagers réguliers. La demande est arrivée exactement à 9h15 du matin. Prise en charge au Grand Hôtel Bristol dans le centre de Paris. Destination aéroport de Paris-Charles de Gaulle, CDG. Le nom du passager était simplement indiqué comme L. Leclerc. J'ai tiré jusqu'à l'allée circulaire de l'hôtel, balayant du regard mon passager. Le Grand Hôtel Bristol était l'un de ces établissements de vieille richesse où les portiers portaient des gants blancs et le hall sentait le cuir coûteux et les fleurs fraîches. Pas exactement le genre d'endroit où séjournaient la plupart de mes passagers. Il a émergé de l'entrée de l'hôtel et je l'ai immédiatement reconnu comme quelqu'un qui appartenait à cet endroit. Grand, probablement à la fin de la soixantaine, avec des cheveux argentés parfaitement coiffés malgré l'heure matinale. Son costume était du genre que l'on voit dans les magazines, charbon foncé avec une fine rayure qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 3 mois.
Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était son visage. Même à distance, il y avait quelque chose de profondément triste dans son expression. Madame Dubois. Sa voix était cultivée avec juste une légère pointe d'accent que je ne pouvais pas identifier. Je suis Lionel Leclerc. Appelez-moi simplement Denise, ai-je dit alors qu'il s'installait sur la banquette arrière. CDJ, n'est-ce pas? C'est... Pas? Oui, merci. Je m'attendais à ce qu'il sorte son téléphone comme la plupart des passagers, ou peut-être qu'il fasse la conversation sur la météo. Au lieu de cela, il est resté assis tranquillement, les mains croisées sur ses genoux, fixant par la fenêtre. De temps en temps, je le surprenais à me regarder dans le rétroviseur, mais quand nos yeux se croisaient, il regardait rapidement ailleurs. Le trajet jusqu'à l'aéroport prenait généralement environ 45 minutes, selon le trafic. Nous avons fait tout le voyage dans un silence presque total. Quand je me suis arrêtée au terminal de départ, il m'a tendu un billet de 50 € pour ce qui aurait dû être une course de 28 €. « Monsieur, c'est trop », ai-je protesté. « Gardez-le », a-t-il dit simplement. « Même heure la semaine prochaine ?» J'ai cligné des yeux de surprise. « Vous voulez planifier une course régulière? »« Si c'est possible. Chaque mercredi, 9h15 du matin. »« Bien sûr, je m'assurerai d'être disponible. » Il a fait une pause, la main sur la poignée de porte, se retournant pour me regarder directement pour la première fois. Ses yeux étaient naturellement et la nuance de bleu-gris la plus inhabituelle, comme des nuages d'orage sur l'océan. « Merci, Denise. Vous conduisez très prudemment. C'est réconfortant. » Après son départ, je suis restée assise dans la zone de prise en charge des passagers pendant quelques minutes, intriguée par l'interaction. Au fil de mes semaines de conduite, j'avais eu toutes sortes de passagers, des hommes d'affaires bavards, des adolescents se rendant à des fêtes, des couples âgés allant à des rendez-vous médicaux, mais aucun d'entre eux ne m'avait affecté comme cet homme. Il y avait quelque chose dans sa tristesse qui résonnait avec la mienne. Le mercredi suivant, il attendait devant l'hôtel exactement à 9h15, portant un costume différent mais la même expression mélancolique. Cette fois, j'ai remarqué qu'il portait une petite boîte en bois de la taille d'un écrin à bijoux qu'il tenait soigneusement sur ses genoux pendant tout le trajet. « Voyage d'affaires » ai-je risqué, espérant l'entraîner dans une conversation. « Quelque chose comme ça » a-t-il répondu, ses doigts se resserrant autour de la boîte. Encore une fois, nous avons roulé principalement en silence, mais je me suis surprise à lui jeter des coups d'œil dans le rétroviseur. Il y avait quelque chose de familier dans son profil, même si je n'arrivais pas à me souvenir de quoi il s'agissait. Peut-être me rappelait-il Robert d'une certaine manière, cette même allure digne qui vient avec l'âge et l'expérience. Ce schéma a continué pendant des semaines. Chaque mercredi, à 9h15 précise, Lionel Leclerc attendait devant le grand hôtel Bristol. Chaque mercredi, il s'asseyait tranquillement sur ma banquette arrière. Parfois avec la boîte en bois, parfois sans, toujours perdu dans ses propres pensées, et chaque mercredi, il me donnait un pourboire bien plus élevé que le prix de la course, toujours avec la même courtoisie attentive. Dès la 4e semaine, j'avais commencé à attendre ces trajets du mercredi d'une manière qui me surprenait. Non pas à cause des pourboires généreux, bien que ceux-ci aidaient certainement mon budget en difficulté, mais parce qu'il y avait quelque chose d'apaisant dans sa présence. Il ne posait jamais de questions personnelles sur la raison pour laquelle une femme de mon âge conduisait pour Uber. Il ne me faisait jamais sentir que j'étais jugée ou plainte. Il existait simplement dans mon espace avec une sorte de mélancolie respectueuse qui correspondait à la mienne. J'ai commencé à remarquer de petits détails à son sujet. La façon dont il vérifiait toujours sa montre avant de monter dans la voiture, comme si le timing était crucial, la manière prudente dont il se positionnait sur le siège, toujours exactement au centre, sans jamais toucher les vitres ou les portes, le fait qu'il ne portait jamais de bagages, malgré ses apparents voyages à l'aéroport. Un mercredi particulièrement pluvieux, je l'ai regardé dans mon rétroviseur alors qu'il était assis, les yeux fermés, ses doigts traçant les bords de cette boîte en bois. Ses lèvres bougeaient légèrement, comme s'il avait une conversation avec quelqu'un qui n'était pas là. « Vous allez bien, monsieur Leclerc ?» ai-je demandé doucement. Ses yeux se sont ouverts, et pendant un instant, il a semblé surpris, comme s'il avait oublié où il se trouvait. « Oui, je vais bien. Merci de demander. »« Vous savez, » ai-je dit, me surprenant par mon audace. « Si jamais vous voulez parler de ce qui vous tracasse, je suis une bonne oreille. Ça vient avec le travail, je suppose. »
Il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il ne m'avait pas entendu. Puis, juste au moment où nous arrivions à l'aéroport, il a dit « Vous avez des yeux bienveillants, Denise. Est-ce que quelqu'un vous l'a déjà dit ?» Le commentaire m'a prise au dépourvu. Je vous remercie. Il me rappelle quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. Sa voix était à peine un murmure, quelqu'un pour qui j'aurais dû me battre plus fort pour la garder. Avant que je puisse répondre, il était sorti de la voiture, se déplaçant vers l'entrée du terminal avec le même pas déterminé, mais cette fois, j'ai remarqué qu'il a regardé en arrière une fois avant de disparaître à travers les portes automatiques. Cette nuit-là, allongée dans mon lit étroit dans le studio, je me suis surprise à penser à Lionel Leclerc. Il y avait clairement une histoire là, une douleur profonde qui l'amenait à ma voiture tous les mercredis matins. Je reconnaissais les signes parce que je vivais ma propre version de perte et de regret. J'ai commencé à prêter plus d'attention aux nouvelles, me demandant si je pouvais voir son nom mentionné dans des articles d'affaires ou des pages mondaines. Un homme qui séjournait au Grand Hôtel Bristol et portait des costumes aussi chers devait être quelqu'un d'important. Mais je n'ai jamais trouvé aucune mention de Lionel Leclerc nulle part. C'est au cours de la 7e semaine de notre routine du mercredi que quelque chose a changé. Comme d'habitude, il a glissé sur la banquette arrière précisément à 9h15. Mais cette fois, il n'avait pas la boîte en bois. Au lieu de cela, il portait ce qui ressemblait à une vieille photographie. « Denise », a-t-il dit, sa voix était différente d'une certaine manière, plus intentionnelle que d'habitude. « Puis-je vous demander quelque chose de personnel ?» Mes mains se sont serrées sur le volant. Bien sûr. Avez-vous déjà perdu quelqu'un que vous aimiez parce que vous étiez trop fier ou trop effrayé pour vous battre pour lui? La question m'a frappée comme un coup physique. J'ai pensé à Robert, à nos premières années où j'avais failli le perdre parce que j'avais peur de faire confiance à quelqu'un qui pouvait vraiment m'aimer. J'ai pensé à Marc, à la façon dont j'avais échoué à me battre quand Aurore a commencé à mettre un coin entre nous. J'ai pensé à toutes les façons dont la fierté et la peur avaient façonné ma vie. Oui, ai-je dit simplement, c'est arrivé. Il a hoché la tête lentement, comme si ma réponse confirmait quelque chose qu'il savait déjà. Moi aussi, et j'ai passé 45 ans à me demander ce qu'aurait pu être ma vie si j'avais été plus courageux. 45 ans. Le nombre a résonné dans mon esprit alors que nous continuions vers l'aéroport. Qu'était-il arrivé il y a 45 ans qui hantait encore cet homme? Et pourquoi choisissait-il de partager cette douleur avec moi, une étrangère qui l'emmenait à l'aéroport une fois par semaine? J'étais sur le point de découvrir que parfois les étrangers ne sont pas vraiment des étrangers. L'amour retrouvé, c'était le mercredi avant Noël et la matinée avait une qualité inhabituelle. Le ciel était cette nuance particulière de gris qui promettait de la neige, et il y avait un calme dans l'air qui rendait tout suspendu, en attente. Je suis arrivée au Grand Hôtel Bristol à 9h10, 5 minutes en avance, comme c'était devenu mon habitude. Lionel attendait déjà dehors, mais il y avait quelque chose de différent chez lui aujourd'hui. Sa posture impeccable habituelle semblait légèrement diminuée, et il bougeait plus lentement que d'habitude. Quand il s'est approché de la voiture, j'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement. « Bonjour, Denise », a-t-il dit alors qu'il s'installait sur la banquette arrière. Sa voix était plus douce que d'habitude, presque fragile. « Bonjour, Monsieur Leclerc. Vous allez bien ?» Il a marqué une pause, considérant la question plus sérieusement que je ne l'avais prévu. « J'ai été mieux », a-t-il admis, « mais je suis heureux que ce soit aujourd'hui. Heureux que si c'est mon dernier mercredi, ce soit avec vous. » Un frisson m'a parcouru la colonne vertébrale qui n'avait rien à voir avec la météo. « Qu'entendez-vous par votre dernier mercredi ?» Il n'a pas répondu directement. Au lieu de cela, il s'est penché légèrement en avant et j'ai pu le voir plus clairement dans le rétroviseur. Ses yeux avaient la même couleur de nuages d'orage, mais aujourd'hui, ils semblaient en quelque sorte plus brillants, comme s'ils étaient éclairés de l'intérieur par un feu. « Denise, puis-je vous parler de quelqu'un que j'ai aimé autrefois ?» J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Quelque chose dans son ton m'a fait comprendre que ce n'allait pas être une conversation anodine. Son nom était Denise Rose, a-t-il commencé, et mon cœur s'est arrêté. Rose était mon deuxième prénom. Mon nom de jeune fille était Rose, mais c'était sûrement juste une coïncidence. Elle avait 17 ans quand je l'ai rencontrée, et moi 18. C'était l'été 1978.
J'avais 17 ans en 1978. Ma bouche est devenue sèche. Elle travaillait dans le bistrot de son père dans une petite ville près de Lyon, a-t-il poursuivi, sa voix prenant une qualité rêveuse. J'étais là pour l'été, travaillant sur un chantier pour gagner de l'argent pour l'université. Chaque matin, j'allais dans ce bistrot pour un café et une tartine, et elle me servait avec ce sourire qui pouvait illuminer toute la pièce. J'ai tiré dans la voie de droite, mes mains tremblant sur le volant. Cela ne pouvait pas arriver. Ce n'était pas possible. Elle avait les plus beaux cheveux bruns foncés, toujours attachés en queue de cheval. Et ses yeux, mon Dieu, ses yeux bruns comme des feuilles d'automne avec de petites paillettes dorées qui captaient la lumière quand elle riait. Il a marqué une pause et je l'ai entendu prendre une respiration tremblante. Elle avait une petite cicatrice sur sa main gauche, là où elle s'était coupée avec un verre cassé quand elle avait 12 ans. Ma main gauche s'est déplacée involontairement pour couvrir la petite cicatrice sur ma paume. La cicatrice que j'avais eue à 12 ans en aidant mon père à nettoyer après que des adolescents eurent cassé une vitre au bistrot. Nous sommes tombés amoureux cet été-là, a poursuivi Lionel, sa voix devenant plus émotionnelle. Un amour véritable, celui qui vous change pour toujours. Nous nous rencontrions après ses quarts de travail, marchions le long de la Saône, parlions de tout et de rien. Elle voulait être enseignante. J'allais étudier le commerce et reprendre l'entreprise de mon père un jour. J'ai dû m'arrêter. Ma vision se brouillait et je ne pouvais pas me concentrer sur la conduite. J'ai dirigé la voiture vers un parking de station-service et l'ai mise en position de stationnement, tout mon corps tremblait. « Monsieur », ai-je murmuré, quel était son nom de famille? Rose, Denise Rose, le plus beau nom que j'ai jamais entendu. Je me suis retournée dans mon siège pour lui faire face directement, et quand nos yeux se sont rencontrés, j'ai vu la reconnaissance se lever sur son visage au même moment où elle m'a frappé comme un coup physique. David. Le nom est sorti à peine un murmure. Il a fermé les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Bonjour, Denise Rose. David. David Leclerc, qui avait travaillé sur le chantier cet été magique quand j'avais 17 ans. David qui avait promis de revenir me chercher après sa première année d'université. David qui m'avait embrassé pour me dire au revoir un soir de septembre et avait dit qu'il écrirait tous les jours. David qui avait simplement disparu de ma vie sans explication, me laissant le cœur brisé et me demandant ce que j'avais fait de mal. Vous avez dit que votre nom était Lionel, ai-je réussi à dire. Lionel était mon deuxième prénom. J'ai commencé à l'utiliser après que tout se soit effondré avec ma famille. David était le garçon qui t'aimait. Lionel est l'homme qui t'a perdu. J'ai eu l'impression de me noyer. 45 ans. 45 ans à me demander ce qui était arrivé à mon premier amour, à comparer tous les autres hommes au souvenir de ce garçon de 18 ans qui m'avait fait croire au conte de fées. Et le voici assis à l'arrière de mon Uber, ayant été mon passager pendant 2 mois sans qu'aucun de nous ne sache qui était l'autre. Pourquoi n'es-tu pas revenu? La question a jailli de moi, portant des décennies de douleur. Tu avais promis de revenir. Son visage s'est froissé. J'ai essayé. Mon Dieu, Denise, j'ai essayé. Mon père a découvert notre existence. Il a dit qu'une rose n'était pas assez bien pour un Leclerc. Il a menacé de couper mon financement universitaire, de me déshériter complètement si jamais je te revoyais. Alors tu as choisi ta famille plutôt que moi? Non, sa voix était féroce maintenant. J'ai choisi de devenir quelqu'un pour pouvoir revenir et lui prouver qu'il avait tort. J'ai travaillé 2 fois plus dur, j'ai obtenu mon diplôme tôt, j'ai commencé à construire ma propre entreprise. Il m'a fallu 3 ans, mais je l'ai faite. Je suis devenue assez prospère pour que son opinion n'ait plus d'importance. 3 ans? J'ai eu l'impression qu'il m'avait giflé. J'ai attendu 3 ans, David. J'ai refusé des rendez-vous, refusé des propositions. Parce que je croyais que tu reviendrais. Je suis revenue, a-t-il dit doucement. Au printemps 1981, j'ai conduit jusqu'au bistrot, prête à te supplier de me pardonner et à te demander de m'épouser. J'avais une bague et tout. Mon cœur s'est serré. Le printemps 1981 était le moment où j'avais épousé Robert. Un mariage de rebond auquel je m'étais résignée parce que j'étais fatiguée d'attendre un fantôme. Je t'ai vu à travers la fenêtre, a poursuivi David. Tu montrais ta bague de fiançailles aux autres serveuses. Tu avais l'air si heureuse, si radieuse, et j'ai réalisé qu'il était trop tard. Tu aurais pu me parler,
et ruiné ton bonheur? Tu avais trouvé quelqu'un qui était là quand tu avais besoin de lui, quelqu'un qui n'avait pas disparu pendant 3 ans à courir après des rêves. Il a secoué la tête. Je t'aimais trop pour détruire cela. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Nous pleurions tous les deux ouvertement maintenant. 45 ans d'occasions manquées, de vies vécues en parallèle sans jamais se toucher. J'ai regardé ton mariage, a-t-il avoué. Je me suis tenue au fond de l'église et je t'ai regardé descendre l'allée, puis j'ai quitté la ville et je ne suis jamais revenue. David? Je ne savais pas quoi dire. Comment traiter une vie entière de « et si » en une seule conversation? Je ne me suis jamais mariée, a-t-il dit simplement. J'ai construit mon entreprise, j'ai gagné plus d'argent que je ne savais quoi en faire, j'ai voyagé dans le monde, mais je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui me fasse sentir comme tu l'as fait cet été-là. J'ai eu un bon mariage, ai-je dit, voulant qu'il le sache. Robert était un homme bon. Nous étions heureux. J'en suis heureux, a-t-il dit. Et je pouvais dire qu'il le pensait. Je suis heureux que tu aies été heureuse. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. Comment m'as-tu trouvé? Comment as-tu su me demander comme chauffeur? Il a tendu la main vers sa veste et a sorti son téléphone. Je t'ai suivi, Denise, pas de manière effrayante, a-t-il ajouté rapidement. Juste pour m'assurer que tu allais bien. Quand j'ai vu l'avis de décès de ton mari il y a 8 ans, j'ai pensé à te contacter, mais je ne voulais pas m'immiscer dans ton chagrin. Mais les demandes Uber, j'ai engagé un détective privé pour te retrouver après être tombé malade. Quand j'ai appris que tu conduisais pour Uber, j'ai compris comment te demander spécifiquement. Je me disais que je voulais juste te voir une fois pour m'assurer que tu allais bien. Il a souri tristement. Mais une fois n'a pas suffi. Ça n'a jamais suffi avec toi. Tu es tombé malade? Il a hoché la tête, son expression devenant sérieuse. Cancer du pancréas, stade 4. Les médecins me donnent quelques semaines, peut-être un mois si j'ai de la chance. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. David, non. C'est bon, a-t-il dit doucement. J'ai fait la paix avec ça, mais je voulais te voir une dernière fois. Je voulais te dire que t'aimer a été la meilleure chose que j'ai jamais faite, même si je l'ai mal fait. Il a fouillé dans sa poche et a sorti une enveloppe épaisse et lourde. Ceci est pour toi. David, je ne peux pas prendre ton argent. Ce n'est pas de l'argent. Enfin, pas exactement. Il m'a pressé l'enveloppe dans les mains. S'il te plaît, prends-la juste. Tu comprendras quand tu l'ouvriras. J'ai regardé l'enveloppe. Mes mains tremblaient. Quand j'ai levé les yeux à nouveau, ses yeux étaient intenses, désespérés. Tu m'as rappelé ce que ça faisait d'être à nouveau en vie, a-t-il dit. Ces 2 derniers mois, assis dans ta voiture, écoutant ta voix, te regardant dans le rétroviseur, c'était comme récupérer des morceaux de mon âme. David, je sais qu'il est trop tard pour nous. Je sais que nous ne pouvons pas revenir en arrière, mais j'avais besoin que tu saches que tu étais aimée, Denise Rose. Tu as été aimée complètement et pour toujours par quelqu'un qui n'a jamais cessé de penser à toi. Il a ouvert la portière de la voiture et la panique m'a saisie. « Attends, où vas-tu? Quand te reverrai-je? » Il s'est retourné et son sourire était radieux malgré ses larmes. « Tu ne me reverras pas. C'est un adieu, mon amour, mais ce n'est pas une fin. C'est juste une pause jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. » Et puis il était parti, marchant à travers le parking avec le même pas déterminé, disparaissant dans la foule de voyageurs à l'entrée de l'aéroport. Je suis restée assise dans ma voiture, serrant l'enveloppe, regardant jusqu'à ce que je ne puisse plus le voir. Ce n'est que lorsque je suis rentrée chez moi cette nuit-là que j'ai finalement ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de 10 000 € et une note dans une écriture que je reconnaissais encore après toutes ces années. À la femme qui m'a appris ce que signifie vraiment l'amour. Utilise ceci pour prendre soin de toi comme j'aurais dû prendre soin de toi. À jamais tiens, David. Au fond de l'enveloppe se trouvait une petite boîte en velours. À l'intérieur, il y avait une simple bague de fiançailles solitaire, évidemment vintage, évidemment chère. Le mot qui l'accompagnait disait « Je l'ai acheté en 1981. Je l'ai porté sur moi depuis. » J'ai pleuré cette nuit-là comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de Robert. Pas seulement pour David, mais pour toutes les années que nous avions perdues, toutes les chances que nous avions manquées, tous les « et si » qui ne deviendraient jamais des réalités. Je n'avais aucune idée que ce n'était que le début. L'héritage. L'appel est arrivé exactement 1 semaine après ma dernière course avec David.
J'étais assise dans mon minuscule studio, portant toujours la bague de fiançailles qu'il m'avait donnée sur une chaîne autour de mon cou, digérant toujours le fait que mon premier amour avait été mon passager du mercredi pendant 2 mois, sans qu'aucun de nous ne le sache. Madame Dubois. La voix au téléphone était nette, professionnelle. C'est Maître Moreau, du cabinet Moreau, Dubois et Associés. Je vous appelle concernant la succession de David Lionel Leclerc. Mon cœur s'est arrêté. Il est... Question marque. Je suis au regret de vous informer que M. Leclerc est décédé paisiblement il y a 3 jours. Il a laissé des instructions spécifiques vous concernant dans son testament. Le téléphone a glissé de ma main, cliquetant sur la petite table. David était parti, vraiment parti. Je savais qu'il était mourant, mais d'une manière ou d'une autre, je m'étais convaincue que peut-être les médecins se trompaient, peut-être qu'il y avait plus de temps. Madame Dubois, vous êtes toujours là? J'ai ramassé le téléphone avec des doigts tremblants. Oui, je suis là. Monsieur Leclerc a demandé que vous veniez à notre cabinet dès que possible. Il y a des documents que vous devez examiner et signer. Demain matin à 10 heures, vous conviendrait-il? Je ne comprends pas. Pourquoi, David? Pourquoi Monsieur Leclerc me laisserait-il quelque chose? Nous étions juste... Je ne pouvais pas finir la phrase. Comment expliquez-vous une vie d'amour et de perte à un étranger? Madame, je pense qu'il serait préférable d'en discuter en personne. L'adresse est Avenue des Champs-Élysées 2000, Bureau Whitsent, Paris. Veuillez apporter une pièce d'identité avec photo. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de penser aux mots de David dans la voiture. Tu m'as rappelé ce que ça faisait d'être à nouveau en vie. Avait-il planifié cela même alors? Avait-il su que nos trajets du mercredi menaient à quelque chose de plus grand? Le cabinet d'avocats se trouvait dans l'un de ces immeubles du centre-ville étincelant qui hurlait l'argent et le pouvoir. La réceptionniste, une jeune femme polie qui gagnait probablement en 1 mois plus que moi en 3, m'a dirigée vers une salle de conférence où Maître Moreau attendait. Maître Moreau ressemblait exactement à ce qu'un directeur de casting commanderait pour un avocat successoral de haut vol, cheveux argentés, costume coûteux, lunettes à monture métallique, mais son expression était aimable lorsqu'il s'est levé pour me saluer. « Madame Dubois, merci d'être venue. Veuillez vous asseoir. » La salle de conférence était intimidante avec sa massive table en acajou et ses fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Je me sentais déplacée dans ma meilleure robe, qui semblait soudain minable dans cet environnement. « Avant de commencer, » a dit Maître Moreau, s'installant en face de moi avec un dossier épais. « Je veux que vous sachiez que j'ai géré les affaires de M. Leclerc pendant plus de 20 ans. Pendant tout ce temps, je ne l'ai jamais vu aussi émotif à propos de quoi que ce soit que lorsqu'il a changé son testament il y a 6 semaines. 6 semaines. Cela aurait été juste au moment où David a commencé à prendre des courses régulières avec moi. Oui, il est venu spécifiquement pour vous ajouter comme sa principale bénéficiaire. Il était très clair sur ses souhaits, même si je lui ai conseillé de prendre plus de temps pour considérer un changement aussi significatif. Maître Moreau a ouvert le dossier et a étalé plusieurs documents sur la table. Madame Dubois, Monsieur Leclerc vous a laissé la majeure partie de sa succession. La valeur totale est d'environ 260 millions d'euros. Pardon, quoi? Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je me suis sentie étourdie. C'est impossible. Il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Monsieur Leclerc a été très explicite dans ses instructions. Ceci est une lettre qu'il a écrite spécifiquement pour vous. Avec des mains tremblantes, j'ai déplié la lettre. Elle était manuscrite dans l'écriture soignée de David. Ma très chère Denise Rose, si tu lis ceci, alors je suis partie et tu es probablement sous le choc. S'il te plaît, ne le sois pas. Ce n'est pas de la charité ou de la culpabilité ou un grand geste romantique. C'est simplement moi qui m'assure que la femme que j'ai aimée pendant 45 ans soit prise en charge comme elle aurait dû l'être depuis le début. Je sais que tu penseras que c'est trop, que tu ne le mérites pas, mais tu as tort. Tu mérites tout ce qu'il y a de bon dans ce monde et plus encore. Tu mérites la sécurité et le confort et la liberté de vivre sans peur. J'ai passé les 45 dernières années à bâtir une richesse dont je n'ai jamais eu besoin. Un succès dont je n'ai jamais vraiment joui parce que rien de tout cela ne signifiait quoi que ce soit sans toi pour le partager. L'argent ne peut pas racheter les années que nous avons perdues. Mais peut-être qu'il peut te donner les années qui te restent. S'il te plaît, ne te sens pas coupable d'accepter cela.
C'est à moi de le donner, et tu es la seule personne à qui j'ai toujours voulu le donner. Utilise-le sagement. Utilise-le librement. Utilise-le pour être heureuse. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. Je t'aime, Denise Rose. Je t'aime depuis ce premier matin au bistrot de ton père. Et je t'aimerai jusqu'à ce que les étoiles s'éteignent. À jamais tien, David. Je pleurais si fort que je pouvais à peine voir le papier. Maître Moreau m'a tendu une boîte de mouchoirs et a attendu patiemment pendant que je me composais. « C'est insensé », ai-je finalement réussi à dire. « Je ne peux pas accepter cela. » Madame Dubois, le testament est inattaquable. Monsieur Leclerc a été très minutieux. Il avait anticipé que vous pourriez avoir des réserves. C'est pourquoi il a inclus ceci. Il m'a tendu un autre document. Celui-ci était tapé à la machine, clairement préparé par le cabinet d'avocats. Acquis de droit. Denise Rose Dubois a été l'amour de ma vie pendant 45 ans. Le fait que les circonstances nous aient séparés ne diminue pas la profondeur de mes sentiments pour elle, ni mon désir d'assurer son bien-être. Chaque centime de cet héritage a été gagné légalement et éthiquement grâce à mes entreprises commerciales. Je n'ai pas de parents vivants qui ont besoin ou méritent cet argent plus que Madame Dubois. Toute tentative de contester ce testament devrait être accueillie par toute la force de ce cabinet d'avocats. Ceci est mon argent gagné par mon travail, et je suis sain d'esprit et de corps en faisant ce legs. Madame Dubois pourrait se sentir submergée par l'ampleur de ce cadeau, mais je veux qu'elle comprenne qu'accepter cet héritage honorerait ma mémoire et non en profiterait. Sincèrement, David Lionel Leclerc. Mais il avait sûrement de la famille, ai-je protesté, des partenaires commerciaux, des amis, des œuvres caritatives qu'il soutenait. Maître Moreau a secoué la tête. Monsieur Leclerc était essentiellement un ermite ces 20 dernières années. Il avait des associés, mais pas d'amis proches. Ses parents sont morts il y a longtemps et il était fils unique. Il a pris des dispositions pour son personnel de maison et quelques dons de bienfaisance, mais la grande majorité vous revient. Je ne comprends pas comment quelqu'un accumule autant d'argent. Monsieur Leclerc était brillant en investissement et développement immobilier. Il a acheté des propriétés dans des marchés émergents des décennies avant qu'elles ne deviennent précieuses. Son portefeuille comprend des immeubles commerciaux dans 12 grandes villes, des développements résidentiels et des participations substantielles en actions. J'avais l'impression d'être sous l'eau, luttant pour traiter des informations qui semblaient impossibles. 260 millions d'euros. Le nombre était si grand qu'il ne semblait pas réel. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé faiblement. Eh bien, il y a des taxes à considérer, mais compte tenu de la taille de la succession, vous recevrez toujours environ 180 millions d'euros après que toutes les obligations seront remplies. Les propriétés devront être gérées ou vendues selon vos préférences. Monsieur Leclerc vous a suggéré plusieurs sociétés d'investissement qui pourraient vous aider. 180 millions d'euros. Même après les impôts, c'était plus d'argent que je ne pouvais en comprendre. Il y a une dernière chose, a dit Maître Moreau gentiment. Monsieur Leclerc a laissé des instructions spécifiques sur la façon dont il voulait que cela soit géré par les médias. C'était une personne très privée et il ne voulait pas d'un cirque entourant sa mort ou cet héritage. Il a tout arrangé pour que cela soit géré le plus discrètement possible. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Bien sûr, mais Madame Dubois, je dois vous dire autre chose. Monsieur Leclerc a engagé un détective privé pour enquêter sur votre situation actuelle. Il était au courant de ce qui s'est passé avec votre maison, avec votre famille. Mes joues brûlaient de honte. Il était au courant pour Aurore. Il savait que vous aviez été exploité par des personnes qui auraient dû vous protéger. Il a spécifiquement mentionné que cet héritage devrait vous permettre de, et je cite, « montrer à certaines personnes exactement ce à quoi elles ont renoncé lorsqu'elles ont choisi l'avidité plutôt que l'amour. » L'idée que David soit au courant de mon humiliation, de la façon dont mon propre fils avait laissé sa femme voler ma maison, était presque insupportable. Mais il y avait autre chose dans le ton de Maître Moreau, quelque chose qui suggérait que David était en colère en mon nom. Il a laissé une autre lettre, a dit Maître Moreau, me tendant une enveloppe plus petite. Celle-ci concerne votre situation familiale. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Denise, je suis au courant pour la maison, pour ton fils et ta belle-fille. Je sais que tu conduis pour Uber parce que tu n'as pas le choix, que tu vis dans cet horrible appartement parce qu'ils t'ont laissé sans rien. Une partie de moi veut les détruire pour ce qu'ils t'ont fait. Mais je sais que tu vaux mieux que ça, plus gentil que ça.
Alors, au lieu de cela, je te donne le pouvoir de décider ce qui se passe ensuite. Tu as assez d'argent maintenant pour acheter n'importe quelle maison que tu veux, vivre où tu choisis. Tu as aussi assez pour aider ta famille si tu décides qu'elle le mérite, ou pour t'assurer qu'ils n'auront plus jamais le pouvoir de te blesser. Le choix t'appartient. Mon amour, choisis sagement. David. Je suis restée assise dans cette salle de conférence pendant une autre heure, parcourant des documents, écoutant Maître Moreau expliquer les fiducies et les investissements et les implications fiscales. Rien de tout cela ne semblait réel. Je m'attendais toujours à me réveiller dans mon studio pour réaliser que tout cela n'était qu'un rêve élaboré. Mais ce n'était pas un rêve. David était vraiment parti et il m'avait vraiment laissé assez d'argent pour transformer non seulement ma vie, mais la vie de tous ceux qui m'entouraient. Alors que je sortais de cet immeuble de bureau étincelant, la tête pleine de chiffres et de possibilités, j'ai réalisé que David m'avait donné quelque chose d'encore plus précieux que l'argent. Il m'avait donné le pouvoir de choisir mon propre avenir, de décider qui méritait mon pardon et qui non. Pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression d'être en contrôle de ma propre histoire. Et j'avais des décisions très importantes à prendre. La confrontation. J'ai passé 3 jours dans mon studio à regarder les documents légaux étalés sur ma petite table de cuisine, essayant de traiter la réalité de ce qui s'était passé. 260 millions d'euros. David Lionel Leclerc, mon premier amour, qui était devenu mon passager du mercredi, qui était mort en m'aimant après 45 ans de séparation. Le 4e jour, j'ai appelé Marc. Maman, sa voix était surprise. On n'a pas eu de tes nouvelles depuis des mois. Aurore se demandait si tu allais bien. Aurore se demandait, pas lui, sa femme. J'ai besoin de vous voir, ai-je dit simplement. Vous deux, il y a quelque chose d'important que je dois discuter. Eh bien, on est assez occupés cette semaine. Les enfants ont l'entraînement de foot et le club de lecture. Marc, j'ai utilisé le ton que j'avais utilisé quand il avait 7 ans et essayais d'éviter de nettoyer sa chambre. Ce n'est pas une demande. Je serai chez vous demain à 14 heures. Il y eut une longue pause. Maman, tu ne peux pas juste te pointer et faire des demandes. On a nos vies. Oui, ai-je dit doucement, je suis consciente de la façon dont vous voyez ma place dans ces vies. Demain à 14 heures. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse argumenter. L'après-midi suivant, je suis arrivée dans l'allée de ce qui était ma maison. Ces roses que j'avais plantées avaient disparu, remplacées par un aménagement paysager moderne qui semblait coûteux et sans âme. Aurore avait peint la porte d'entrée en noir au lieu du bleu chaud que Robert et moi avions choisi ensemble. Même la maison avait l'air de ne plus se souvenir de moi. Marc a ouvert la porte et j'ai été frappée de voir à quel point il avait l'air plus vieux. Il y avait des rides autour de ses yeux qui n'étaient peintes pas là quand j'avais signé ses papiers, et ses cheveux s'éclaircissaient sur le dessus. Mais son expression était le même mélange de culpabilité et de défensive que j'avais vu le jour où j'avais déménagé. « Salut maman, tu as l'air différente. Je portais la même robe que j'avais mise pour le cabinet d'avocat et je m'étais fait coiffer ce matin-là. De petits changements, mais je me sentais différente aussi. Bonjour, Marc. » Aurore est apparue derrière lui et j'ai senti cette vague familière de colère. Elle avait exactement la même apparence. Cheveux blonds, parfaitement coiffés, vêtements de Marc, cette expression calculatrice qu'elle portait lorsqu'elle essayait de paraître innocente. « Denise, » a-t-elle dit avec un faux enthousiasme. « Quelle surprise! Tu es magnifique! Comment est-il le nouvel appartement? »« Il est adéquat, » ai-je dit uniformément. « Puis-je entrer ou ai-je besoin d'une invitation pour pénétrer dans mon ancienne maison? » Marc s'est écarté, les joues rougissantes. « Maman, s'il te plaît, ne commence pas. » L'intérieur de la maison avait été complètement refait. Mes meubles avaient disparu, remplacés par des pièces épurées et modernes qui semblaient appartenir à un magazine. Les photos de famille qui avaient été bordées la cheminée étaient également parties. C'était comme si 37 ans de ma vie avaient été effacés. L'endroit a l'air différent, ai-je observé. On pensait qu'il avait besoin d'être mis à jour, a dit Aurore, s'installant sur le canapé en cuir blanc qui avait probablement coûté plus cher que ma voiture. Plus contemporain, tu sais, le vieux style était tellement démodé. Démodé comme moi. Alors, a dit Marc, perché inconfortablement sur le bord d'une chaise. De quoi voulais-tu parler? Je me suis assise en face d'eux, posant soigneusement mon sac à main sur la table basse en verre.
Je voulais vous raconter ma semaine. Ils ont échangé des regards. Clairement, ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Lundi, ai-je commencé, j'ai hérité de 260 millions d'euros. Le silence qui a suivi était si complet que je pouvais entendre l'horloge moderne neuve tic-taquer sur le mur. « Pardon? Quoi? » La voix d'Aurore était à peine un murmure. « Vous avez bien entendu. 260 millions d'euros d'un homme nommé David Leclerc, qui s'est avéré être quelqu'un que je connaissais il y a de nombreuses années. » La bouche de Marc s'ouvrait et se fermait comme un poisson. « Maman, c'est impossible. » Je le pensais aussi, mais j'ai passé les 3 derniers jours avec des avocats et des comptables, et je peux vous assurer que c'est très réel. Aurore s'est penchée en avant, ses yeux devenant soudainement vifs et calculateurs. « Denise, c'est merveilleux. Bien sûr, on va t'aider à gérer ça. Une aubaine comme celle-là peut être écrasante pour quelqu'un qui n'est pas habitué à... » « Arrête. » Ma voix a coupé ses mots comme une lame. « Arrête juste. » Elle a cligné des yeux, clairement prise de court par mon ton. « Tu me prends pour une idiote, Aurore? Tu penses que je ne vois pas exactement ce que tu es en train de faire en ce moment? Je ne vois pas ce que tu veux dire, » a-t-elle dit. Mais sa voix avait perdu cette fausse douceur. Je me suis tournée vers Marc. « Et toi? As-tu quelque chose à me dire? » Il s'est déplacé inconfortablement. « Maman, écoute, s'il y a eu des malentendus concernant la situation de la maison... » « Des malentendus? » Je me suis levée, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. « Tu as laissé ta femme voler ma maison. Tu es resté là pendant qu'elle me manipulait pour signer des papiers que je ne comprenais pas. Tu m'as abandonné, Marc, ta propre mère. Ce n'est pas juste, a-t-il protesté. Nous étions désespérés, les affaires échouaient. Les affaires qui vont apparemment assez bien pour se permettre tout ça. J'ai fait un geste autour de la pièce. Et l'entraînement de foot et les clubs de lecture et tout ce qui remplit vos vies occupées. » Aurore s'est levée aussi, son masque glissant finalement. « Attends une minute, Denise. Tu agis comme si nous avions commis un crime terrible. Tu as signé ces papiers volontairement. Je les ai signés parce que je te faisais confiance, parce que je t'ai cru quand tu as dit que c'était temporaire, parce que j'aimais trop mon fils pour le laisser tout perdre. » « Et nous avons apprécié cela, » a-t-elle dit, son ton devenant condescendant. « Mais les affaires sont les affaires. Nous n'avons jamais promis. » « Tu as promis que c'était temporaire. » Les mots ont explosé de moi. « Tu étais assise dans ma cuisine en pleurant de fausses larmes. Et tu as promis. »« Eh bien, les choses changent, a-t-elle dit avec un haussement d'épaule. « Nous avons trouvé de meilleures opportunités pour l'argent. » La cruauté désinvolte de cela m'a coupé le souffle. Cette femme avait détruit ma vie, et elle en parlait comme d'une transaction commerciale mineure. « Tu as raison, » ai-je dit doucement. Les choses changent. J'ai atteint mon sac à main et j'ai sorti un dossier. Par exemple, j'ai changé d'avis sur quelque chose. « Qu'est-ce que c'est? » a demandé Marc nerveusement. « J'allais racheter cette maison. J'allais vous payer 3 fois ce pourquoi vous l'aviez vendue juste pour retrouver ma maison. Mais maintenant, j'ai réalisé quelque chose. Je n'en veux plus. » J'ai regardé l'espace stérile et modernisé qui ne ressemblait en rien au foyer chaleureux qu'il avait été autrefois. Vous l'avez transformé en quelque chose de froid et de vide, tout comme vous-même. Ce n'est plus ma maison. C'est juste une maison où vivent des gens égoïstes. Le visage d'Aurore rougissait de colère. « Tu ne peux pas juste entrer ici et nous insulter dans notre propre maison. »« Votre maison ?» J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour dedans. « Ceci sera toujours la maison où j'ai élevé mon fils, où j'ai aimé mon mari, où j'ai construit une vie. Vous n'êtes que des résidents temporaires. » Je me suis tournée vers Marc. Je voulais aussi vous parler de vos enfants. Son visage est devenu pâle. Qu'est-ce qui les concerne? J'ai mis en place des fiducies d'éducation pour les 2. Financement universitaire complet, y compris les études supérieures s'ils le choisissent. L'argent sera disponible lorsqu'ils auront 18 ans, géré par des fiduciaires qui ne sont ni vous, ni votre femme. Maman, tu ne peux pas? Je peux et je l'ai fait. Ces enfants sont innocents dans tout ça. Ils méritent des opportunités, même si leurs parents ne méritent pas mon pardon. Aurore vibrait pratiquement de rage. Tu penses pouvoir juste arriver ici avec ton héritage mystérieux et nous dominer? On n'a pas besoin de ton argent. Non, ai-je convenu. Vous n'en avez pas besoin, mais vous en voulez. Je le vois dans tes yeux. Aurore, tu es déjà en train de calculer combien tu penses pouvoir m'obtenir. Elle a ouvert la bouche pour le nier, mais j'ai levé la main. Ne le fais pas. Juste ne le fais pas.
Nous savons tous les deux ce que tu es. » J'ai pris mon sac à main et me suis dirigée vers la porte. Il y a une dernière chose. J'ai engagé le meilleur détective privé de la ville pour enquêter sur les circonstances entourant ces papiers que j'ai signés. S'il y a la moindre preuve de fraude ou de fausse déclaration, je la poursuivrai dans toute l'étendue de la loi. Marc a sauté. « Maman, s'il te plaît, on ne peut pas arranger ça. On ne peut pas redevenir une famille. » Je me suis arrêtée à la porte et je me suis retournée pour le regarder vraiment. Pendant un instant, j'ai vu le petit garçon qui rampait dans mon lit pendant les orages, qui m'apportait des pissenlits et les appelait des fleurs. Mais ce petit garçon était parti, remplacé par un homme qui avait choisi sa femme manipulatrice plutôt que sa propre mère. « On aurait pu l'être, » ai-je dit doucement, « si tu avais choisi différemment, si tu t'étais levé pour moi ne serait-ce qu'une fois, si tu avais montré ne serait-ce qu'un fragment de regret pour ce que tu as fait. »« Je regrette, » a-t-il dit désespérément. « Je suis désolée, maman, je suis tellement désolée. »« Regrettes-tu de m'avoir blessée, Marc? Ou regrettes-tu d'avoir manqué 260 millions d'euros? » Il n'a pas pu répondre, et ce silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. « Au revoir, Marc. Prends soin de tes enfants. Aime-les mieux que tu ne m'as aimé. » Je suis sortie de cette maison pour la deuxième fois, mais cette fois, je n'étais pas brisée. Cette fois, j'étais libre. Une nouvelle vie. 6 mois plus tard, j'étais debout sur la véranda enveloppante de ma nouvelle maison, regardant le coucher de soleil sur les montagnes des Vosges. La maison n'était pas grandiose ou ostentatoire, mais elle était parfaite pour moi. Une ferme restaurée des années 1920, avec des planchers de bois francs d'origine, une cuisine assez grande pour cuisiner correctement et des chambres d'amis pour la famille, avec laquelle j'espérais reconstruire des relations un jour. La propriété était livrée avec 20 hectares de collines et un petit étang où je pouvais m'asseoir le soir et me souvenir de David. J'avais fait installer un simple banc en pierre au bord de l'eau avec une inscription. Pour David, qui m'a appris que l'amour ne se termine jamais vraiment, les changements dans ma vie avaient été progressifs mais profonds. J'avais gardé le studio pendant le premier mois après la finalisation de l'héritage, craignant que bouger trop vite ne fasse disparaître tout cela. Mais Maître Moreau avait été patient avec mes peurs, m'aidant à comprendre que l'argent était réel, permanent, et à moi de l'utiliser comme je l'entendais. J'ai commencé petit, une voiture fiable pour remplacer ma vieille Renault Clio, des vêtements décents, un lit confortable qui ne me laissait pas le dos endolori chaque matin. Ensuite, j'ai commencé à rêver plus grand. La ferme m'avait appelée dès que je l'avais vue en ligne. Elle me rappelait la maison que Robert et moi avions toujours parlé d'acheter un jour, quand nous aurions assez d'économies, quand nous prendrions notre retraite, quand la vie se calmerait. Nous n'avions jamais eu cette chance, mais d'une manière ou d'une autre, il était juste que je l'ai maintenant à 63 ans, rendu possible par le don de David. Je l'ai meublé lentement, soigneusement, choisissant des pièces qui ressemblaient à un foyer plutôt qu'à des pièces d'exposition. La cuisine avait une table de ferme assez grande pour les dîners de famille, même si je n'étais pas encore sûre qui cette famille pourrait inclure. Le salon avait des chaises confortables disposées autour d'une cheminée en pierre, avec des étagères remplies de romans que j'avais toujours voulu lire. Ma chambre avait des fenêtres qui donnaient sur les montagnes, et chaque matin, je me réveillais reconnaissante pour la vue. Mais le changement le plus important n'était pas la maison ou l'argent. C'était la paix que j'avais trouvée en moi. Marc avait essayé de me contacter plusieurs fois dans les mois qui ont suivi notre confrontation. SMS, messages vocaux, même une lettre livrée par courrier recommandé. Chaque communication avait suivi le même schéma. Colère, marchandage, fausses excuses et finalement des demandes d'argent à peine voilées. Je les avais toutes lues, puis classées sans répondre. Aurore avait été plus directe. Elle s'était présentée à mon studio 2 semaines après leur avoir parlé de l'héritage, furieuse de découvrir que j'avais déjà déménagé. Selon mon ancien propriétaire, elle avait fait toute une scène, exigeant de savoir où j'étais allée et l'accusant de lui cacher des informations. L'homme lui avait simplement remis une carte de visite pour le bureau de Maître Moreau et lui avait dit d'adresser toutes les demandes par l'intermédiaire de mon avocat. Elle avait tenté cette approche exactement une fois. Maître Moreau l'avait informé que tout autre contact de sa part ou de celle de Marc serait considéré comme du harcèlement et ferait l'objet de poursuites judiciaires. Je n'avais plus eu de leurs nouvelles depuis. L'enquêteur privé que j'avais engagé avait découvert exactement ce que je soupçonnais. Les papiers que j'avais signés avaient été délibérément trompeurs.
Aurore avait préparé des documents qui ressemblaient à des accords de garantie temporaire, mais qui étaient en réalité des transferts de propriété permanents. Elle avait compté sur ma confiance et mon manque de connaissances juridiques pour m'empêcher de lire les petits caractères. J'aurais pu engager des poursuites pour fraude. J'avais suffisamment de preuves pour lui causer de graves problèmes juridiques. Mais à la fin, j'avais décidé que ma liberté valait plus que la vengeance. Au lieu de cela, je m'étais simplement assuré que la nouvelle de ces tactiques se répande dans les cercles sociaux appropriés. Dans une communauté où la réputation comptait, être connu comme quelqu'un qui frauderait sa propre belle-mère était une sorte de mort sociale spéciale. Parfois, le karma n'a pas besoin de l'aide des avocats. Les fiducies d'éducation pour mes petits-enfants avaient été établies exactement comme je l'avais promis. Sophie avait maintenant 15 ans et Thomas 13. Je leur envoyais des cartes d'anniversaire et des cadeaux de Noël par l'intermédiaire du cabinet de Maître Moreau, avec des notes leur faisant savoir que je les aimais et que j'avais hâte de les voir quand ils seraient assez grands pour prendre leurs propres décisions concernant les relations familiales. J'avais également mis en place un fonds de bourse d'études au collège communautaire local pour les étudiants qui avaient été abandonnés ou trahis par leur famille. Ce n'était pas un grand geste ou une façon d'acheter la rédemption. C'était simplement une reconnaissance qu'il y avait d'autres personnes qui avaient besoin de savoir qu'elles n'étaient pas seules, que leur valeur n'était pas déterminée par la façon dont les autres les traitaient. Le fonds était administré de manière anonyme, mais j'avais reçu des lettres de remerciement qui étaient transmises par l'intermédiaire du collège. Lire des jeunes qui bâtissaient de nouvelles vies malgré le rejet familial me rappelait que la résilience était possible à tout âge et que parfois la famille que l'on choisit est plus forte que celle dans laquelle on naît. J'avais également renoué avec d'anciens amis, des personnes avec qui j'avais perdu le contact pendant le chaos de la maladie et de la mort de Robert, puis l'humiliation de perdre ma maison. Marie, qui avait travaillé avec moi à l'hôpital il y a 40 ans. Jeanne, qui vivait à côté quand Marc était petit. Des femmes qui se souvenaient de moi comme j'étais, pas comme la personne brisée et désespérée que j'étais devenue. Elles m'avaient accueillie à nouveau dans leur vie sans jugement. Et lentement, j'avais commencé à reconstruire les liens sociaux que j'avais laissés se flétrir. Nous nous rencontrions pour déjeuner, allions au cinéma, faisions des excursions d'une journée dans des magasins d'antiquités et des foires artisanales, des plaisirs simples que j'avais oublié comment apprécier. Mais le changement le plus profond était peut-être ce que j'avais découvert sur la vie de David pendant nos années de séparation. En examinant ses papiers avec Maître Moreau, j'avais appris qu'il était devenu exactement l'homme qu'il avait promis d'être cet été-là quand nous étions jeunes. Son empire commercial avait été construit de manière éthique, offrant des emplois à des milliers de personnes. Il avait fait don de millions à des œuvres caritatives, éducatives et à la recherche médicale, toujours anonymement. Il avait vécu simplement, malgré sa richesse, dans un appartement-terrasse modeste, rempli de livres et d'art, mais sans photo de famille, à l'exception une photo de moi à 17 ans qu'il avait gardée toutes ces années. Son personnel de maison l'avait aimé. Ses associés le respectaient, mais aucun d'entre eux ne l'avait vraiment connu, car il avait gardé la partie la plus importante de lui-même enfermée, préservée dans le souvenir d'une romance estivale qui avait défini toute sa vie. La découverte la plus déchirante avait été ses journaux. Maître Moreau les avait trouvés dans l'appartement de David, des années et des années d'entrée, qui chroniquaient ses tentatives d'aller de l'avant, de trouver l'amour avec d'autres femmes, de construire une vie qui ne tournait pas autour de mon absence. Chaque entrée se terminait de la même manière, avec une variation de « mais ce n'était pas Denise ». Il avait engagé des détectives privés à plusieurs reprises au fil des ans. Pas pour me contacter, mais juste pour s'assurer que j'étais en sécurité et heureuse. Il avait été au courant de la naissance de Marc, de la mort de Robert, de mes luttes avec Aurore. Il avait voulu aider, voulu tendre la main, mais il s'était toujours retenu parce qu'il croyait que j'étais mieux sans lui. La dernière entrée, écrite juste 2 semaines avant qu'il ne commence à me demander comme chauffeur Uber, était la plus dévastatrice. Je suis en train de mourir et tout ce à quoi je peux penser, c'est que je ne lui ai jamais dit à quel point j'étais désolée de l'avoir quitté. Je ne lui ai jamais dit qu'elle était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Que tout ce que je suis devenue de bien, c'était parce qu'elle avait cru en moi pendant un été parfait. Je ne sais pas comment trouver la paix sans qu'elle sache qu'elle a été aimée complètement, qu'elle comptait, que la perdre a été le plus grand regret de ma vie. Et puis, 1 semaine plus tard, je l'ai trouvée.
Elle conduit pour Uber, vit dans un appartement horrible parce que sa famille l'a abandonnée. Elle a l'air plus âgée, plus triste, mais elle est toujours la plus belle femme que j'ai jamais vue. Demain, je vais monter dans sa voiture et peut-être que d'une manière ou d'une autre, je trouverai le courage de lui dire qui je suis. Mais il avait attendu, semaine après semaine. Il avait voyagé dans ma voiture, rassemblant le courage de se révéler. Et à la fin, il avait fallu sa mort imminente pour finalement abattre les murs qu'il avait construits autour de son cœur. Lire ses journaux avait été douloureux, mais aussi guérisseur. Il m'avait montré que l'amour que nous avions partagé n'avait pas été la folle fantaisie d'adolescent. Il avait été réel, durable, transformateur. Il avait façonné nos deux vies, même à travers 45 ans de séparation. Alors que j'étais assise sur ma véranda maintenant, regardant la dernière lumière s'éteindre du ciel, je pensais aux différentes façons dont les gens pouvaient nous s'aimer. Robert m'avait aimé avec une dévotion constante, construisant une belle vie ensemble jour après jour. David m'avait aimé avec une intensité passionnée, portant cet amour inchangé à travers les décennies. Les deux amours avaient été réels, les deux avaient été précieux. Et d'une manière ou d'une autre, incroyablement, les deux m'avaient conduite à ce moment de paix. J'ai sorti la bague de David de la chaîne autour de mon cou, la tenant en l'air pour capter les derniers rayons du soleil. Demain, je prévoyais de visiter sa tombe, quelque chose pour lequel j'avais finalement trouvé le courage. Je voulais lui parler de la maison, des bourses, de la façon dont son cadeau avait transformé non seulement ma situation, mais ma compréhension de ma propre valeur. Mais surtout, je voulais le remercier de m'avoir donné la chance de choisir ma propre fin. À 63 ans, j'ai découvert qu'il n'était jamais trop tard pour recommencer, jamais trop tard pour choisir la dignité plutôt que le désespoir, le respect de soi plutôt que l'obligation familiale, jamais trop tard pour reconnaître que l'amour pouvait prendre de nombreuses formes. Romance passionnée, partenariat stable et peut-être le plus important, l'amour que vous vous donnez lorsque vous comprenez enfin que vous le méritez. Le téléphone a sonné à l'intérieur de la maison, mais je n'ai pas bougé pour répondre. Ces jours-ci, je ne réponds qu'aux appels des personnes à qui je veux parler. Tous les autres pouvaient laisser un message auquel je pourrais ou non répondre selon mon humeur. C'était une petite chose, choisir qui avait accès à mon temps et à mon attention. Mais pour quelqu'un qui avait passé la majeure partie de sa vie à être disponible pour les besoins de tous les autres, cela semblait révolutionnaire. Une brise fraîche a agité les carillons éoliens sur la véranda, remplissant l'air du soir d'une musique douce. Quelque part au loin, je pouvais entendre le son du sifflet d'un train, et j'ai souri. J'avais toujours aimé ce son. Il parlait de voyage et de destination, de personnes allant dans des endroits où elles n'étaient jamais allées auparavant. J'étais l'une de ces personnes maintenant. À 63 ans, je voyageais enfin vers un avenir que j'avais choisi pour moi-même, financé par un amour qui avait attendu 45 ans pour me libérer. Et pour la première fois depuis que je me souvenais, j'avais hâte de voir où j'allais. Maintenant, je suis curieuse de vous, qui écoutez mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous.